J'ai intitulé ma communication « Mémoire des collections patrimoniales universitaires, état des lieux et accessibilité numérique ». Je vais parler des deux choses, vraiment un état des lieux et voir ce qu'on peut traiter lorsque l'on parle de numérisation, parce qu'en fait, je préfère accessibilité numérique. Très peu de collections sont réellement numérisées et j'essaierai de vous montrer pourquoi. Pour commencer, une petite citation d'un texte qui a été écrit en 2013 par l'Observatoire du patrimoine et de la culture scientifique et technique, qui a publié un état des données du patrimoine des universités en 2010. Donc c'est un observatoire du patrimoine et de la culture scientifique et technique qui travaille avec l'OCIM, l'Office de coopération et d'information muséale, et qui ont interrogé donc entre 2010 et 2013 toutes les universités afin de connaître les collections qu'elles conservent, la nature de ces collections, le nombre, etc. Et qui s'occupe de ces collections, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces collections. Donc vraiment un état des lieux. Le texte date de 2013, en tout cas est publié en juin 2013. Rien n'a bougé depuis et vous allez voir dans l'état des lieux que je vais essayer de dresser que le principal problème qu'on rencontre pour une accessibilité, une conservation de ces collections patrimoniales, quelles qu'elles soient, c'est le manque de moyens, que ce soit un manque de moyens logistiques, financiers ou en personnel. L'identification des objets, procéder ensuite à l'inventaire et au récolement, avec les méthodes qu'on emploie dans les musées, mais sans avoir, comme je vous ai dit, le personnel dédié qui figure dans les musées. Ensuite, une fois que tout cela est connu et est inventorié, eh bien, on procède à l'étude et à l'analyse de la collection. On met en place, si on le peut, là aussi c'est dans un monde merveilleux et absolument inatteignable pour le moment, des méthodes de conservation préventive de la collection. On peut lancer des opérations de restauration. On peut lancer des opérations de valorisation auprès du public avec, par exemple, c'est une des façons de faire une exposition. Mais votre journée d'études est aussi un moyen de faire cette valorisation. Et bien sûr, au bout de la chaîne, on peut éventuellement penser la numérisation. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que la numérisation, elle peut paraître évidemment très séduisante pour pérenniser ces collections patrimoniales, mais il y a toute une chaîne de travail à réaliser avant de pouvoir procéder à cette numérisation. Et on ne pourrait procéder à des numérisations que si on avait de grands programmes de recherche dédiés à ces collections. Numérisées et présentées, elles ont été présentées au public en 2018. Alors quand je dis numériser, ça veut juste dire scanner. Je n'ai pas de base de données où elles sont accessibles en ligne. Vous voyez, il y a aussi différentes étapes. Alors certes, je les conserve par cette numérisation sur un disque dur, plusieurs disques durs, mais voilà, il n'y a pas l'outil ensuite qui va permettre de les présenter au public. Ce fonds là aussi, c'est une numérisation. Donc quelque part, on a les données sous forme numérique, puisque Soline Morinière avait numérisé entièrement le fonds T587 des Archives du Doubs pour sa thèse de doctorat et me les avait partagées. Une partie des photos a été traitée, donc est directement exploitable, puisque vous les avez traitées l'année dernière. Et grâce à ça, on a un inventaire des données et on peut faire une étude des fournisseurs et des correspondants qui ont permis l'acquisition de ces collections. À partir de là, on peut aussi identifier les enseignants qui sont à l'origine de ces collections pédagogiques d'histoire de l'art et d'archéologie. C'est Eugène Najotte, l'acteur principal. Alors là aussi, si on parle de numérisation, on peut citer la documentation qu'on a numérisée pour pouvoir travailler, donc notamment son ouvrage sur la polychromie dans l'art antique, qui a pu être numérisé à la BNF. Base nationale qui s'appelle la base PATSTEC, dans laquelle donc, des milliers d'objets scientifiques et technologiques disséminés dans toute la France ont été inventoriés au plus près de leur utilisation ou de leur stockage. Ces objets, c'est surtout des instruments, des procédés, des données issues de laboratoires de recherche académiques ou industriels. Il y a des fiches d'inventaire avec des photos et on peut donc accéder assez facilement, puisqu'on parle de numérisation, à ces objets. Et lorsqu'on arrive donc sur la fiche, vous avez les données de la fiche, un peu comme ce que je vous ai expliqué pour les modèles mathématiques du laboratoire de l'Université de Franche-Comté, les objets qui sont accompagnés d'une notice et qui sont illustrés. Donc cette base PASTEC, elle a été plutôt mise au point pour des instruments scientifiques. Donc ça ne correspond pas trop à ce que nous on a besoin, par exemple, ce dont on a besoin pour les collections d'histoire de l'art et d'archéologie dont je vous ai parlé. Un petit peu plus loin, donc en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai essayé de repérer en préparant la communication quelques bases de données qui permettaient de mettre à disposition
donc des collections patrimoniales universitaires. Et mon dernier exemple, c'est le patrimoine universitaire de l'université Paris-Saclay, où là, un petit peu comme pour la base PASTEC, c'est surtout le patrimoine scientifique qui a été mis en scène, qui a été mis en valeur, mais néanmoins, il y a quand même aussi du patrimoine artistique. Saclay, c'est de toute façon principalement des matières scientifiques. Donc avec différents départements, c'est un peu la même organisation que sur le site de Panthéon-Sorbonne, différents départements qui permettent de donner accès à une partie de ces collections. C'est plutôt de la découverte, c'est pas entièrement, ce ne sont pas des collections qui ont été numérisées et entièrement mises à disposition. Le gros du travail, c'est de faire cet état des lieux, de voir ce qu'on a, quels sont les gens qui sont disponibles pour travailler sur ces collections, quelles sont les conditions de préservation que l'on a et voir si on peut travailler à la valorisation de ces collections par, entre autres, leur numérisation. Le travail préalable, il est fondamental et comme vous l'avez bien compris, il n'est souvent pas encore fait. Donc pour moi, la question de la numérisation, elle ne se pose pas tant que le travail préalable n'est pas fait. On peut l'envisager en bout de chaîne. Je voudrais souligner vraiment la faiblesse des équipes locales. Il y a très peu d'universités qui accordent de l'importance à leur collection patrimoniale. La nécessité donc de renforcer les services en charge des collections. Donc ici, ce serait le service Sciences, Arts et Culture avec les enseignants-chercheurs que je vous ai présentés qui sont dans leur département et dans leur labo référents de ces collections. Mais aussi la nécessité de faire les choses ensemble, de centraliser les informations, de les partager, de les mettre en réseau. C'est un peu ce qui a été fait dans le colloque du CTHS. Donc, mettre en réseau, ça veut dire qu'au moins se connaître pour pouvoir partager nos informations, nos soucis, nos difficultés. Et ainsi, peut-être sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité qui était déjà soulignée en 2010 de donner des moyens à la conservation du patrimoine et des collections patrimoniales des universités. Donc à présent, on va donc passer à la deuxième intervention, celle de Manon Laurentin et Morgane Nicolas, donc, qui sont étudiantes en troisième année en licence d'histoire de l'art et d'archéologie à la fac de lettres de Besançon et qui vont donc nous parler de la collection de plaques à projection de l'UFR SLHS. On s'est débrouillé en fait avec une plaque lumineuse, avec un appareil photo simplement pour pouvoir illustrer notre article, parce que le but c'était quand même de montrer les plaques qu'on avait nous dans notre inventaire. Et donc le principal à faire, en fait, qui reste à faire, c'est vraiment la numérisation. On a pris vraiment le minimum, la plupart des images qui pouvaient nous être serviables pour notre article, donc des choses comme par exemple à gauche, c'est en rapport avec les altérations, donc on s'est servi vraiment des exemples les plus parlants pour tout le monde en fait. Et donc il reste énormément de plaques à pouvoir numériser. Donc nous on s'est débrouillé, enfin on peut pas appeler ça vraiment une véritable numérisation parce qu'on n'a pas de visibilité autre que pour l'article, donc ce serait peut-être intéressant justement dans les prochaines années, soit pour les CMI, soit pour d'autres personnes, de faire ce cheminement-là. Et en fait, l'intérêt de la numérisation, c'est non seulement d'augmenter la visibilité et l'accessibilité de ces documents-là, mais c'est aussi de préserver le patrimoine de l'université, de faciliter aussi la recherche documentaire, parce qu'il y a probablement d'autres personnes en France, d'autres universités ou même ailleurs, qui auraient peut-être besoin de visionner ces éléments-là pour des recherches. Moi j'ai une question justement. Je voulais savoir si vous aviez des informations précises sur la manière dont ces plaques avaient été acquises par l'université ou pas. Alors, on a appris qu'il existait des carnets de comptabilité pour l'acquisition des plaques, mais on n'y a pas eu accès et on n'a pas eu le temps du tout d'aller fouiller. Donc nous, on s'est concentré sur la fabrication, les méthodes de montage, les méthodes d'utilisation, les maisons d'édition, mais on ne s'est pas du tout concentré sur ces dossiers comptables qui permettraient de savoir à quelle date ont été achetées les plaques. Et comme on l'a dit, il y a certaines plaques où il n'y avait pas d'étiquette, donc où il n'y avait pas de numéro d'inventaire. Des plaques simples où on passe un coup de doigt dessus, comme elles sont en plaques simples, elles ne sont pas protégées par une autre vitre, on ne sait pas d'où elles viennent, donc c'est soit de la production artisanale, qui ont été apportés par les professeurs ou par l'université parce qu'il y avait un manque à ce moment-là. Donc je pense pour la plupart des plaques, on ne retrouvera jamais leur provenance, mais il y a quand même ces comptes qui existent et qu'il faudrait
faudrait les fouiller, quoi. Juste en complément, a priori, dans les comptes des facultés que vous connaissez pour la fin du 19e, a priori, on n'a jamais trouvé les factures d'achat des plaques à projection. On n'a trouvé que ceux des autres photos, les photos argentiques contre-collées sur carton. Mais je dis bien a priori, parce que c'était au tout début du projet de recherche, quand je cherchais les factures des moulages. Donc peut-être qu'il faut retourner aux archives départementales du Doubs et refaire ce travail de recherche, parce que comme vous le savez... quand on cherche, on trouve. Et donc, peut-être qu'il y a encore des traces. Voilà, mais en même temps, il y a une grosse partie des archives de l'université qui n'ont jamais été versées aux archives départementales du Doubs. Donc, ça a pu aussi disparaître. Ou bien, c'est dans un local caché quelque part. Et j'ai un petit espoir de ce qui est dans les sous-sols, sous les hôtels du 18 et du 20 rue Chifflet. Même si ça a l'air plutôt d'être des archives de la scolarité. Au niveau, justement, pendant peut-être une exposition, à ce moment-là, voir pour faire peut-être une autre vidéo qui pourrait expliquer tout ça. Je sais qu'il y a des ressources, il y a des archives, par exemple, de Kodak qui expliquent par rapport à l'industrialisation en fait, de tout ça. Donc oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, deux petites questions. La première, est-ce qu'on sait jusqu'à quand ces plaques ont été utilisées dans le milieu universitaire? Pour notre université, les plaques, elles ont été utilisées jusqu'en les années, je crois que c'est 50-60, une bêtise du genre, parce qu'après, il y a eu l'invention de la diapositive, du coup, qui était plus compacte, plus légère et à moindre coût. Voilà, plus facile à transporter. Donc dans les années 1950? Oui, 50-60 à peu près. Puis après, les diapositives sont arrivées. On aurait dû avoir en troisième intervention l'intervention de Laurent Tatu, donc professeur des universités et praticien hospitalier à la faculté de médecine de Besançon, qui aurait dû donc nous parler de son sujet consacré à la mémoire et au patrimoine de l'hôpital Saint-Jacques et de l'école de médecine de Besançon. Malheureusement, il n'a pas pu venir à cause des mouvements sociaux actuels, mais également à cause d'une urgence de dernière minute. Donc on a dû trouver un autre sujet pour le remplacer. Donc on a décidé de parler d'un projet qu'on a eu en première année, qui est tout simplement un projet sur l'exploitation du fonds d'archives T587. Alors, dans un premier temps, donc nous avons eu à traiter ces images dont nous disposions, notamment grâce au logiciel donc Photoshop. Nous avons en effet dans un premier temps effectué un recadrage sur ces images pour éviter les informations superflues qui étaient autour et qui n'étaient pas très utiles, comme des ombres, des doigts tentant de repositionner l'image, le document au moment de la prise de la photo. Puis ensuite, grâce à donc dans le logiciel Photoshop l'outil Camera Raw, nous avons pu remettre les images à plat, puisque toutes n'ont pas été prises de manière parfaitement droite. Donc certaines étaient légèrement distordues. Nous avons donc remise droite en utilisant donc la distorsion d'image et en les réorientant légèrement pour celles qui effectivement n'étaient pas non plus très bien orientées. Et afin enfin donc de pouvoir avoir une meilleure lisibilité donc des documents, nous avons fait un travail donc sur les contrastes et sur la luminosité sur le document, mais également en lissant les détails parasites, tels qu'également d'autres ombres présentes sur le document ou des tâches qui n'étaient pas utiles et qui pouvaient effectivement masquer certaines écritures. En tentant de rendre les écritures plus lisibles, telles qu'ici par exemple sur une feuille de compte où on peut voir donc à gauche le document avant traitement et à droite le document après traitement, donc recadré afin de n'avoir que le document lui-même et les informations qu'il contient, et avec un contraste et une luminosité améliorée afin donc de pouvoir mieux faire ressortir les écritures et mieux lire le document. Également ici avec d'autres écritures de couleur également qui demandent donc également un traitement particulier afin de pouvoir mieux faire ressortir chaque
petite écriture et la rendre plus lisible. Donc, dans un premier temps, en fait, il nous fallait relever les différentes informations contenues sur les photographies. Donc, en effectuant un tri des photographies selon leur contenu, si c'était des factures, des comptes d'administration, des lettres ou bien des devis. Puis, on a fait un second tri qui, cette fois, était plus interne en fonction de la chronologie, qu'on pouvait retrouver dans chacune des photos. Ensuite, on a dû trier et hiérarchiser toutes les informations qui se trouvaient sur un seul et même document. Donc, faire apparaître toutes les notes supplémentaires, tout ce qui allait être de l'ordre du tampon, etc. Et enfin, en fait, on a, à la suite de l'exploitation de ces images, on a établi en fait une borne chronologique qui retraçait du début des photos jusqu'à la fin des photos pour avoir une vue d'ensemble sur la période que cela recouvrait. Donc une fois ce travail terminé, on a essayé d'analyser en fait les informations que l'on disposait et on a défini en fait plusieurs domaines. Donc tout d'abord il y avait le budget qui était alloué en fait par la faculté pour les différents achats. Donc on a vu ce qui était acheté par la faculté, dans quel cadre ils ont été achetés, par qui et dans quel but. Et on a vu en fait qu'un grand nombre de contre-collages, par exemple, avaient été fournis par des musées européens tels que le British Museum, le musée de Naples, etc. On a un grand nombre d'achats qui étaient effectués pour des fournitures ainsi que du mobilier. Donc on a retrouvé pas mal de mentions de contre-collages ainsi que des encadrements du coup pour ces contre-collages. On a aussi retrouvé des épreuves, des mentions d'épreuves photographiques. Donc on en avait sur certaines factures, on en évoquait 110, etc. Et il y avait également la mention de quelques moulages dont nous a parlé Madame Montel sur sa présentation tout à l'heure. On a également pu voir en fait les différents commerçants qui étaient impliqués dans tout le processus. On a pu voir en fait comment ça se passait de la commande jusqu'à la livraison. Et on a noté la mention de transporteur fluvial qui en fait arrivait au niveau de Chamar. Et sur d'autres lettres, on parle d'un départ fluvial depuis Paris. Donc on se dit que peut-être ils ont fait une bonne partie du trajet en bateau. On a également la mention d'un transporteur ferroviaire qui arrivait à la gare Viotte et ensuite les collages, etc., enfin les contre-collages, les épreuves photographiques, etc., étaient acheminés jusqu'à la faculté par voie terrestre. Il y a également plusieurs commandes qui ont été passées auprès d'un emballeur. En fait, l'objectif, c'était du coup de protéger surtout principalement les moulages qui étaient assez fragiles, de les protéger durant le voyage parce que souvent ils venaient de la capitale, donc voilà. Et on sait ces informations grâce aux différentes factures qui étaient disposées dans ce fonds d'archives. Et avec également l'exploitation de ce fonds d'archives, on comprend que les collections universitaires, elles se constituent. Enfin, on comprend comment elles se constituent et qui prend les décisions. Donc, on voit souvent revenir des noms de doyens, des noms de recteurs, mais également des noms de quelques secrétaires. Et ces noms, on les voit mentionnés principalement dans des échanges de lettres. On va donc passer à la quatrième intervention.
donc celle de Lorenz Baumer, donc professeur à l'Université de Genève, rattaché au département des sciences antiques, et qui va donc nous parler de son travail sur la numérisation 3D de la collection des moulages de l'Université de Genève. Donc, je suis désolé de ne pas être avec vous. Donc, on est très actifs, on fait beaucoup de choses et arrive le Covid. C'est-à-dire porte fermée, tout annulé, une grande exposition qu'on a développée avec une université en Chine, installée mais ouverte juste pour 2 jours. Et donc, on a dû réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Mais parfois, le hasard est le meilleur aide. C'est-à-dire, nous travaillons dans plusieurs de nos projets de recherche depuis bien longtemps avec la photogrammétrie. Ici, juste 3 exemples de recherche dans le terrain qui sont en cours. En haut à gauche, des études sur les sanctuaires en Arménie, ce qui permet avec des drones d'accéder à des sanctuaires qui sont topographiquement pas accessibles et les analyser. Même chose un peu en anticitaire, où nous avons repris des fouilles subaquatiques sur le site de cette fameuse épave il y a maintenant 2 ans, où nous avons aussi créé un modèle 3D, ce qui nous permet une meilleure planification des plongées. Et puis à droite, un projet qui figure sur l'intitulé Archéologie solidaire, où nous travaillons avec des réfugiés pour les former et où nous utilisons également les drones et les modélisations 3D pour documenter l'avancement des fouilles et dans beaucoup d'éléments, c'est beaucoup plus pratique. Nous avons 2 principes de documentation 3D. Un, c'est le laser scanning et l'autre, c'est la photogrammétrie qui est une création de modèles 3D passifs. Comme au lieu du laser où vous émettez donc de la lumière, vous ne mesurez que la lumière existante. Le principe, vous le voyez en haut à gauche, au niveau du bâtiment, vous prenez autant de photos que possible de différentes perspectives qui doivent se coupler au moins avec 60, si ce n'est pas 70% de l'objet que vous voulez photographier. Et ici, le dessin est fautif, pas seulement sur un plan, mais aussi dans différentes perspectives. Ça peut se faire soit avec une caméra pas extrêmement chère, mais davantage très rapide, avec un sensor si grand que possible, soit aussi avec un drone qui est souvent équipé aujourd'hui avec du 4K. Là, normalement, nous n'avons aucun, nous les louons à l'occasion. Pour le logiciel ensuite, c'est Agisoft Metashape qui est le standard industriel où vous importez les photos et ensuite vous laissez faire la machine. C'est-à-dire le logiciel va prendre les photos et les replacer selon les combinaisons possibles dans l'espace 3-dimensionnel. Ça se fait automatiquement. Ce qu'il faut avoir, c'est une machine puissante. La différence, c'est si vous avez un ordinateur bureautique, pour l'utiliser, un tel calcul comme pour l'exemple que je vous montrerai, ça prend 2 à 3 jours. Si vous avez une machine puissante, ça prend une demi-heure. Donc, il faut une machine puissante, c'est quasiment l'investissement le plus cher que vous avez. Ça vous permet par la suite de créer le modèle par étapes. Le premier élément que fait la machine, elle crée un nuage de points, c'est-à-dire des points mesurés au moins de 3 différentes photos placées dans l'espace, mais ces points ne sont pas encore liés. Ensuite, par différentes étapes de calcul, vous pouvez créer un modèle qui est créé par les points liés, donc qui commence à avoir une surface selon la résolution que vous souhaitez, plus précis ou moins précise. Pour vérifier la qualité de ce modèle, c'est montré ici en haut, vous pouvez voir la précision du calcul proposé par l'ordinateur. Le bleu est 100%. Tout ce qui est encore dans le vert, ça se peut jouer, même si ce ne sont que 20% de précision, mais nous sommes dans une très haute résolution. Tout ce qui est rouge, à prendre avec beaucoup de pincettes. La dernière étape, donc ça c'est le modèle. La dernière étape, c'est projeter, et c'est fait par le même logiciel, les photographies ou quasiment les pixels des photographies, les éléments de photographie sur le modèle, ce qui vous donne l'impression d'avoir quelque chose de plus précis devant vous que c'est en effet. Donc ça c'est le résultat que vous voyez par la suite.
Utilisation de ces modèles 3D. Tout le monde qui travaille dans la sculpture, mais aussi dans l'architecture, vous connaissez le problème de comparer toujours de la même perspective avec la même lumière deux objets. Ici, un cas, ça c'est un moulage du Moïse de Michel-Ange, ça c'est une statuette à Genève. Et les modèles 3D qu'on a fait des deux nous permettent de comparer toujours dans les mêmes perspectives les deux objets dans le détail pour voir des différences, par exemple ici en bas, où le sculpteur de la statuette a aménagé différemment son modèle par manque de pierre. Ça nous permet d'éviter tous les problèmes que nous avons normalement avec la photographie, soit numérique, soit analogue. Donc, un outil de travail de très grande importance. Sur Internet, ce qui est numérisé, ce sont des pièces que nous connaissons déjà, toutes et tous. C'est la Vénus de Milo. C'est la victoire de Samothrace. C'est, qu'est-ce que j'en sais, tous les chefs-d'œuvre. Alors que les pièces qui nous manquent, qui sont stockées dans les dépôts, où on aurait intérêt d'avoir enfin un accès, ces pièces, évidemment, ne sont pas numérisées, au moins pas à cette étape. Donc, c'est-à-dire, à la fin, nous recréons, il y a la tendance générale de recréer quelque chose que nous connaissons déjà très bien, au détriment de ce que nous connaissons toujours pas et que nous aurions intérêt. Donc, c'est-à-dire, les technologies ont beaucoup d'avantages de documenter facilement et avec, une fois que la technologie est acquise, d'une manière répétitive des monuments, mais le défi sera pour le futur de réorienter la numérisation vers les objets qui ne sont pas encore connus et pas de reproduire avec un grand investissement quelque chose que nous connaissons. Deuxième défi qui vient, c'est une question des compétences. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis historien de l'art antique. Tout au long, j'ai eu l'avantage que j'ai travaillé dans l'informatique, donc la chose m'est assez proche, mais c'est-à-dire, nous avons besoin de former les étudiants et les étudiantes dans les nouvelles technologies, dans le contexte d'une formation dont la durée est limitée sur les 5 ans. D'autre part, donc nous devons faire, autrement dit, nous devons faire attention que les nouvelles technologies ne passent pas au détriment du savoir archéologique. Comme nous avons pu le voir aujourd'hui, la valorisation du patrimoine universitaire s'effectue par des méthodes différentes et dans des domaines variés. Elle permet entre autres de répondre au défi de la pertinence de la conservation de ces collections, tout en permettant au grand public de profiter d'un accès plus large et plus facile à celle-ci. C'est le cas notamment pour les documents fragiles et anciens, qui aujourd'hui sont peu accessibles en version matérielle. La pérennité de cette valorisation et de ces méthodes reste un enjeu majeur pour les années futures. Que cela concerne la gestion purement administrative de ces collections, mais également le devenir des documents et objets ainsi numérisés ou encore le stockage de ces données pour en offrir un accès le plus libre et large possible. Le domaine universitaire n'est pas le seul à valoriser et partager ses collections par le numérique. Les bibliothèques nationales et les archives sont déjà dans ce mouvement depuis quelques années, offrant toujours plus d'ouvrages et autres documents à la consultation en ligne, mais également une nouvelle voie pour l'accès à la culture et à toutes et tous. Il assure aujourd'hui une certaine pérennité par différentes méthodes principalement basées sur l'accès libre aux documents déjà numérisés.